Hey guys, salut à tous, c'est Soli, bienvenue sur Librement Addict. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comment vous dire que nous avons un petit problème de luminosité aujourd'hui, que le soleil n'est pas du tout coopératif et que du coup je change un petit peu d'angle pour éviter que la qualité de la vidéo soit trop pourrie. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais simplement à vous montrer cette petite merveille. C'est l'un des t-shirts de la boutique Redbubble de notre belle queen Nina Quill. Je sais pas si vous le savez, probablement, mais si jamais je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. Nina a ouvert ses boutiques sur Etsy et sur Redbubble et vous pouvez notamment sur Redbubble avoir des t-shirts et différents goodies avec certains de ses dessins et j'ai trouvé ça trop chouette et j'adore ce t-shirt parce que vous avez trois petits personnages qui passent par différentes phases comme des lecteurs quand ils lisent un bouquin. Voilà, en tout cas moi je trouve que ça me correspond extrêmement bien et voilà. Petite parenthèse fermée et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, Madame Errance avait lancé son challenge, c'était le Flowers Books Challenge, je crois que ça se passait un petit peu avant l'été, j'ai plus du tout les dates en tête. L'objectif était de lire 8 livres au total sur une certaine période. J'avais réussi à faire ce challenge, j'étais trop contente et après j'ai eu une énorme panne de lecture. C'est pas du tout à cause de ce challenge, loin de là, je vous évoquerai un petit peu plus tard sur les réseaux pourquoi j'ai eu cette énorme panne de lecture. Ce sont des choses qui arrivent, mais bref, je rentrerai un petit peu plus dans les détails prochainement. Mais sachez que j'avais très envie quand même de vous partager mes avis sur ces 8 livres que j'ai pu lire pendant le challenge de Madame Errance. Il me semble que j'ai dû en chroniquer déjà certains sur la chaîne, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai fait, donc on va faire une petite redite, on va quand même aller très vite parce que 8 livres à chroniquer sur une même vidéo c'est assez long. Donc le premier c'était pour la catégorie il me semble tournesol qui tombait très bien puisqu'il y a des tournesols sur la couverture de ce roman. C'était Somebody Like You, le premier tome d'Estelle Mascam, donc c'est l'auteur qui a écrit d'Emily. Et alors là je ne me rappelle plus du tout du pitch, je me rappelle de l'histoire en gros, mais alors le synopsis, Mila l'héroïne, voilà c'est ça. Mila qui a 16 ans, qui est la fille d'un grand acteur hollywoodien en mode, voilà, imaginons qu'il joue dans des Marvel quoi, il joue dans des énormes films à succès type blockbuster au cinéma et ils sont forcément suivis par les paparazzis et Mila va commettre la bêtise de trop et elle va être envoyée, je crois que c'est dans le Nashville, ouais c'est ça, à Nashville chez son grand-père qui a un ranch, donc elle passe de Los Angeles à Nashville. Évidemment tout va pas se passer comme prévu puisque l'objectif c'est qu'elle fasse profil bas pendant le nouveau lancement du film de son père pour éviter d'entacher sa réputation et celle du film, hein, vous voyez l'idée. Sauf que là-bas, je vous ai dit, tout ne doit pas se passer comme c'était prévu et Mila va notamment faire la rencontre de Blake et les deux adolescents qui au départ ne pouvaient pas du tout se piffer semblent avoir bien plus en commun que ce qu'il n'y paraît. Voilà, Estelle Mascam, j'avais lu les 2 premiers tomes de d'Emily à leur sortie, mais j'avais pas accroché tant que ça parce qu'en fait je me rends compte et ça a confirmé mes soupçons avec ce young adult, c'est que le YA c'est plus fait pour moi, c'est plus du tout, du moins le YA type un peu contemporain, c'est plus du tout ce que je recherche dans les romans. J'ai eu ma période mais c'est passé pour moi, alors c'était pour autant une très belle et bonne lecture, j'ai passé un bon moment honnêtement, enfin il fait 200 pages, un truc comme ça, même pas, si, allez moins de 300 pages et je l'ai lu en une après-midi parce que les polices d'écriture sont énormes, on a des marges qui sont assez importantes également. Ça se lit extrêmement vite et c'est sans prise de tête, donc c'est assez cousu de fil blanc parce qu'il y a énormément de choses, on se doute qu'elles vont arriver, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de cliffhanger, rien de tout ça. Je pense pas que je lirai le tome 2 qui est sorti, pour autant si jamais vous aimez le YA, que vous avez aimé d'Emily ou que vous aimez les histoires dans ce style là, je vous recommande Estelle Mascam parce que c'est vrai que en termes de style d'écriture j'ai trouvé qu'il y avait une évolution par rapport à d'Emily et ce dont je pouvais me souvenir de ce roman. Et du coup j'ai trouvé que redécouvrir Estelle Mascam avec Somebody Like You était vraiment chouette parce que j'ai pu voir le fait qu'elle avait évolué aussi en tant qu'autrice et c'était très agréable de voir à quel point sa plume s'était développée. Dans la catégorie Anémone, j'ai lu La princesse sans visage de Ariel Holst, donc c'est le premier tome de la saga Les Royaumes Immobiles
c'est paru chez Slalom, on en a beaucoup entendu parler à sa sortie, notamment à cause de sa couverture qui est absolument magnifique. Et dans cette histoire on va rencontrer Ivy, qu'on voit justement sur la couverture, qui est une belle à mourir, et donc c'est à dire qu'elle a été maudite, elle est obligée de porter un masque puisque quiconque verra son visage sera pris d'une folle envie de violentes poussées suicidaires. Les personnes se feront du mal et s'anéantiront jusqu'à la mort en fait, voilà tout simplement. C'est une histoire dans laquelle on a plusieurs royaumes qui sont gouvernés par 4 monarques, une place est vacante et donc Ivy est candidate pour devenir reine et voilà, elle va se retrouver dans une certaine compétition avec des gens un petit peu loufoques dans un univers complètement what the fuck, avec des créatures plus étranges les unes que les autres, sans parler des personnages secondaires qui sont tous très exubérants à leur manière et qui ont tous leur caractère et qui sont assez originaux quand même dans leur façon d'être. C'est loufoque, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit quand je pense à certains personnages. Il y a presque même un côté glauque, presque peu rassurant finalement quand on y réfléchit dans la psychologie des personnages, parce qu'on se dit c'est quand même tordu par moments. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce roman parce que je ne suis pas du même avis que tout le monde. Il y en a énormément qui l'ont adoré, qui ont surkiffé. Alors j'ai pas eu de soucis en termes de traduction parce que c'est vrai que ça se lisait très vite, très bien. J'ai pas non plus été emballée par l'histoire plus que ça, parce que je pense que j'ai eu un problème avec l'univers. Ce qui est assez étonnant parce que d'habitude ce genre d'univers là complètement dingo, complètement loufoque, avec des personnages un petit peu bizarres, ça me convient. Là j'ai trouvé ça vraiment what the fuck à certains moments, presque glauque hein, je vous l'ai dit, et du coup je sais pas trop quoi en penser. J'ai quand même aimé découvrir Ivy et toutes les épreuves qu'elle va passer, mais d'un autre côté elle, en termes de personnalité j'ai pas trop réussi à la cerner, parce que d'un côté elle est un peu une niaise sur certaines choses à cause de son passé, mais elle est quand même très réfléchie sur d'autres et elle va vite donner sa confiance à plein de personnes alors qu'elle sait finalement qu'elle ne doit pas faire confiance aux gens. C'est assez surprenant, mais bon écoutez, c'est pas un livre qui m'a marqué plus que ça non plus, donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Catégorie de la rose, j'ai enfin terminé Crescent City, le premier tome de Sarah J. Maas. En fait je me suis remis dedans un dimanche après-midi et je n'ai pas réussi à le lâcher. Voilà, ça l'a fait cette fois-ci et je suis super contente. Il y a des choses que j'avais un peu vu venir évidemment, mais pour autant je suis extrêmement conquise par cet univers qui change quand même de ce que Sarah J. Maas avait l'habitude de nous proposer. Ça change de Kéléana, ça change de Un palais d'épines et de roses. J'ai hâte de voir ce que le tome 2 nous réserve parce que j'ai réussi à ne pas être spoilée, même si j'ai de gros doutes sur ce qui va se passer à la fin de ce tome 2. Et voilà, on m'avait dit que même en étant spoilé, on pouvait pas ne pas être heureux de cette fin dans le tome 2. Enfin, être heureux, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais d'être secoué dans tous les sens par à la fin du tome 2. Donc écoutez, je pense que je me le ferai cet hiver. Mais sachez que ce premier tome a été un énorme coup de cœur, même si il m'a fallu bien 2 ans pour le lire. Je suis ravie d'avoir enfin terminé cette lecture. Dans la catégorie chrysanthème, j'avais décidé de lire Sign of Affection de Sue Morishita. C'était paru aux éditions Akata. C'est une histoire que j'aime beaucoup. On va suivre une jeune fille qui est à la fac, qui est sourde-muette et qui va rencontrer un garçon qui lui est presque polyglotte. Je sais plus combien de langues il parle, mais c'est assez impressionnant et il demande à notre héroïne de lui apprendre la langue des signes et petit à petit une romance va naître entre les deux personnages. Ce qui est assez drôle, c'est que le garçon en lui-même est japonais il me semble, mais il a grandi dans des pays européens, donc d'un point de vue culturel il y a énormément de différences vis-à-vis de la façon de se comporter au Japon, et des fois on a des situations qui sont un petit peu cocasses, mais voilà, sachez que c'est un 5e tome qui s'est lu très vite. Comme les 4 premiers, c'était très agréable, un petit moment cocon, tout doux, tout mignon. On est sur notre petite bulle là, il manquerait plus qu'un petit Kinder Maxi et ça serait fantastique. Mais honnêtement, c'était une petite bulle de plaisir et de douceur. Si jamais vous ne connaissez pas encore A Sign of Affection, je vous conseille cette saga manga absolument, il faut vraiment la découvrir. Dans la catégorie lavande, j'avais également un autre manga et c'est Wandering Witch, le premier tome, Voyage d'une sorcière. C'est paru chez Kurokawa
et c'est de Jugi Shiraishi et de Itsuki Nanao. On va suivre Elena qui est une jeune sorcière qui va sillonner un monde qui est peuplé de créatures étranges, et voilà, c'est un univers où on va avoir pas mal d'anecdotes très drôles. Elle va se lier d'amitié avec pas mal de personnes et petit à petit on va la suivre dans ses aventures. J'ai pas été vraiment conquise par ce premier tome, je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai pas été embarquée comme je le pensais, c'était peut-être pas le bon moment pour moi pour le lire. Il est bien mais sans plus, donc voilà, je pense pas que je lirai la suite honnêtement. C'est sympa mais ça s'arrête là pour moi. Donc voilà, les dessins étaient plutôt cool, mais l'histoire en elle-même je l'ai pas trouvée transcendante plus que ça. C'est un peu dommage parce que les mangas avec les sorcières généralement c'est plutôt chouette. Mais voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, il nous reste 3 catégories, et pour celle de la pivoine, j'avais lu Fan Squad de C.S. Quill, l'autrice de Campus Drivers, que j'avais adoré. Là, c'est pas un flop, mais il y avait des moments qui étaient très drôles dans cette histoire. Mais c'est quand même pas un coup de cœur comme Campus Drivers. Je sais que beaucoup ont adoré Fan Squad. Moi, en plus, j'ai trouvé que c'était pas lent à démarrer, mais j'ai trouvé qu'on perdait un petit peu de vue l'objectif du personnage principal masculin. Voilà. Dans cette histoire, on va suivre Elvis, qui est une jeune femme qui travaille dans la communication, qui est une sorte de community manager et qui est une énorme fan des Handful, si ce n'est leur première fan. Et un jour, elle a l'opportunité de devenir la community manager de ce groupe, et elle va devoir relancer la carrière de Hoxton Briggs, qui est le chanteur principal. C'est Briggs son nom? Oui, c'est ça. Qui est le chanteur principal du groupe et qui voudrait se lancer dans le cinéma. Sauf que il a un caractère bien trempé, elle se laisse pas faire, et surtout à la base elle s'est rendue malade parce qu'elle ne voulait absolument pas devenir leur community manager alors que c'est son idole. On découvrira pourquoi, le comment du pourquoi de cette histoire. Quoi qu'il en soit, elle est obligée d'embarquer avec eux d'une manière ou d'une autre, et elle va devoir les côtoyer, donc côtoyer ce groupe de garçons, et notamment Hoxton, qui n'est vraiment pas facile à vivre. Pour le coup, autant j'avais bien aimé l'héroïne, je la trouvais assez mignonne, assez sympa, et même intelligente dans sa façon de réagir au vu de l'anxiété et des problèmes qu'elle peut rencontrer, autant je l'ai trouvé Hoxton vraiment détestable. Je pense que c'était fait exprès, mais du coup ça m'a un petit peu hérissé le poil, et j'ai vraiment pas du tout accroché avec le personnage masculin. J'ai quand même passé de bons moments parce que à certains passages j'ai bien ri. On a toujours l'humour de l'autrice qui est là, qui est bien présent, qu'on avait dans Campus Drivers. Mais voilà, pour moi je pense que ce qui l'a pas fait, c'est le personnage masculin qui est beaucoup trop irritant à mon goût. Avant-dernière catégorie, c'était l'hibiscus, et j'ai lu The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, notamment grâce à Nina. C'est un livre que j'avais déjà repéré, et quand Nina en a parlé, je me suis dit oh, ça doit être absolument fantastique. Donc je me suis lancée dans cette romantasy avec un Enemies to Lovers des plus traditionnels, et je sais pas pourquoi j'ai pas été conquise non plus. Voilà, c'est pas du tout un coup de cœur, j'ai passé un moment plutôt cool, mais c'est pas du tout... Je sais pas si je lirai la suite. Voilà, l'histoire principale se termine avec une duologie, donc j'aurai juste un deuxième tome à lire en soi, mais je sais pas si je le lirai parce que j'ai trouvé ça... Enfin... Je sais pas, c'était particulier. Je sais pas si c'est l'univers qui m'a pas convaincue, ou si... Enfin, il y a des choses que j'ai vu venir à des kilomètres, ou si c'est la relation entre les deux personnages qui, à certains moments, allait très vite, et d'un autre côté, n'allait pas vite du tout. Je peux vous dire qu'il y a un personnage que j'ai surkiffé, c'est la grand-mère du protagoniste masculin. Elle m'a fait mourir de rire. Si jamais vous l'avez lu, vous savez que les serpents sont ses meilleurs amis. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée chouette, mais pas du tout un coup de cœur pour moi. Mais je pourrais même plus vous dire les prénoms des personnages, hein, c'est pour vous dire. Alors l'héroïne s'appelle Lara.
C'est ça, Lara qui a été entraînée par son père pour épouser l'héritier du royaume du pont, puisqu'en fait le royaume est un pont, voilà, c'est un pont qui a différentes îles si vous voulez. Tout le monde le convoite parce que c'est une importante zone commerciale et d'un point de vue économique, financier pour étendre son empire et son royaume, c'est toujours intéressant. Sauf que l'héritier en question ne peut pas piffer Lara et se doute qu'il va y avoir anguille sous roche ou baleine sous caillou, hein, comme vous voulez, mais il va y avoir un petit truc avec son père parce que son père est un homme tyrannique, etc. Tout ce qu'on veut. Et Lara en même temps ne peut pas piffer son nouvel époux puisque elle lui reproche de commettre des actes barbares et d'affamer sa population et notamment le royaume d'origine de notre héroïne. Sauf que forcément, vous doutez bien qu'il va y avoir un petit mariage arrangé là-dedans et petit à petit ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Sauf que c'est sans compter sur des attaques, sur des batailles, des conflits sociopolitiques importants, bref, pas mal de problèmes de la cour, enfin bref, il y a tout un truc, tout un panel d'événements, de complots politiques qui sont présents. En soi, il y a tout pour faire une excellente fantasy. Je sais pas pourquoi, avec moi ça l'a pas fait plus que ça, parce que quand on dit le résumé comme ça a l'air absolument waouh. Comme les crêpes, mais là, sans les crêpes, enfin, sans le waouh, c'était cool, mais sans plus. Dernière catégorie, c'est la catégorie Marguerite, et alors là, j'ai relu Le Prince Cruel en lecture commune avec Kimi, je l'avais déjà lu il y a très longtemps en VO. D'ailleurs, il y a des très belles éditions collector qui vont sortir chez Rajo en hardback, donc en toc-toc pour Le Prince Cruel. Si jamais vous n'avez pas encore succombé pour cette trilogie, je vous conseille d'aller jeter un petit œil à ces magnifiques merveilles qui vont sortir. Perso, je les achèterai pas parce que j'ai déjà les hardbacks en VO, mais voilà, sachez qu'il y a des magnifiques éditions collector qui vont sortir chez Rajo pour cette trilogie. Dans cette histoire, on va suivre Jude, qui est une humaine qui a été kidnappée avec sa sœur jumelle et leur sœur aînée par un fae qui les emmène dans leur univers. Je vous dirai pas le comment du pourquoi, mais sachez que cet homme a assassiné ses parents, c'est le prologue de l'histoire et bim, ça vous met d'entrée de jeu dans cette idée que les fae sont des êtres fourbes, sournois, vicieux, tout ce que vous voulez, qui n'hésitent pas à réduire les humains en esclavage pour venir à leur fin et utiliser du coup leur pouvoir sur eux. Jude a de la chance entre guillemets dans son malheur, c'est-à-dire qu'elle est quand même recueillie par cet homme qui a assassiné ses parents et son objectif à elle c'est de s'élever à la cour, de gagner sa place à la cour du roi dans ce monde qui n'est pas le sien mais dans lequel elle grandit et dans lequel elle se retrouve malgré le fait qu'elle soit une humaine. Et Jude va tout faire pour réussir à devenir je ne sais plus quoi, enfin une sorte de chevalier, enfin voilà, un rôle un petit peu prestigieux, sauf que elle est une humaine, première chose, et deuxième chose, elle s'est fait un pire ennemi possible, le prince Cardan, qui est un fae et qui a décidé de faire de la vie de Jude un enfer. Il la harcèle de la pire des manières possibles. Et là concrètement on se demande comment ça peut venir d'un enemies to un lovers. Ça va être très compliqué même pour moi qui n'ai lu que le premier tome. J'ai du mal à envisager que leur relation évolue davantage, mais bon voilà, c'est comme ça. Écoutez, j'ai apprécié davantage de le relire en français. En fait, ce que je disais à Kimi, c'est que Jude, c'est un personnage qui est agaçant au possible, elle est insupportable. Moins que sa sœur jumelle, parce que alors sa sœur jumelle, je peux vraiment pas la piffrer. Mais on va dire qu'elle évolue quand même au fur et à mesure du tome et que ça devient de plus en plus agréable de la suivre. C'est pourtant pas l'héroïne que j'apprécie le plus, loin de là, vraiment, mais l'univers dans lequel l'autrice nous transporte est quand même vachement cool, même si c'est sombre, même si c'est glauque, même si il se passe des choses qui sont assez dures à lire par moments d'un point de vue harcèlement quand Jude et Cardan sont dans la même pièce. Voilà, l'autre elle a failli quand même crever plus d'une fois à cause de cet idiot là, donc tu te poses des questions quand même par rapport à leur relation et je vous dis, c'est pour ça moi ça me paraît très complexe de voir à quel point leur relation peut évoluer d'un enemies to un lovers. Mais je fais du franglais en même temps quand je parle, mais tout va bien. Mais enfin voilà, c'est une histoire que je vous recommande. Attention quand même aux trigger warnings, c'est quand même pas forcément une histoire qui est évidente à cause de cette notion de harcèlement qui est extrêmement présente et violente dans ce premier tome. Mais pour autant, j'ai plus apprécié de le relire en français. Ça m'a remis énormément d'idées et d'événements en place parce que je savais ce qui se passait, mais
pas non plus dans le plus grand des détails, donc ça m'a permis de retrouver certains noms de personnages, etc. Sachez quand même que j'ai passé un bon moment et que ça m'a permis de relire ce premier tome. Je crois que j'en ai enfin terminé avec cette vidéo, voilà, je suis très contente d'avoir enfin pu vous la filmer, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez déjà lus, si vous avez un avis qui est différent du mien, c'est toujours hyper agréable d'avoir vos retours. Et j'ai vos retours suite aux 2 précédentes vidéos et je vous remercie énormément pour tous vos petits messages absolument adorables pour ce retour sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur et voilà, je suis très contente d'être de retour et je vous remercie grandement de votre accueil chaleureux. Voilà, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao.